René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 6. Les degrés de la manifestation individuelle. Nous devons maintenant passer à l'énumération des différents degrés de la manifestation d'Atma, envisagée comme la personnalité, en tant que cette manifestation constitue l'individualité humaine. Et nous pouvons bien dire qu'elle la constitue effectivement, puisque cette individualité n'aurait aucune existence si elle était séparée de son principe, c'est-à-dire de la personnalité. Toutefois, la façon de parler que nous venons d'employer appelle une réserve. Par la manifestation d'Atma, il faut entendre la manifestation rapportée à Atma comme à son principe essentiel. Mais il ne faudrait pas comprendre par là qu'Atma se manifeste en quelque façon, car il n'entre jamais dans la manifestation, ainsi que nous l'avons dit précédemment, et c'est pourquoi il n'en est aucunement affecté. En d'autres termes, Atma est ce par quoi tout est manifesté, et qui n'est soi-même manifesté par rien. Et c'est là ce qu'il ne faudrait jamais perdre de vue dans tout ce qui va suivre. Nous rappellerons qu'encore qu'Atma et Purusha sont un seul et même principe, et que c'est de Prakriti, et non de Purusha, qu'est produite toute manifestation. Mais si le Sankhya envisage surtout cette manifestation comme le développement ou l'actuation des potentialités de Prakriti, parce que son point de vue est avant tout cosmologique et non proprement métaphysique, le Vedanta doit y voir autre chose, parce qu'il considère Atma, qui est hors de la modification et du devenir, comme le vrai principe auquel tout doit finalement être rapporté. Nous pourrions dire qu'il y a à cet égard le point de vue de la substance et celui de l'essence, et que c'est le premier qui est le point de vue cosmologique, parce qu'il est celui de la nature et du devenir. Mais d'un autre côté, la métaphysique ne se borne pas à l'essence conçue comme corrélative de la substance, ni même à l'être en lequel ces deux termes sont unifiés. Elle va beaucoup plus loin, puisqu'elle s'étend aussi à Paramatma et Purushottama, qui est le suprême Brahma, et qu'ainsi son point de vue, si tant est que cette expression puisse encore s'appliquer ici, est véritablement illimité. D'autre part, quand nous parlons des différents degrés de la manifestation individuelle, on doit comprendre aisément que ces degrés correspondent à ceux de la manifestation universelle, en raison de cette analogie constitutive du macrocosme et du microcosme à laquelle nous avons fait allusion plus haut. On le comprendra mieux encore si l'on réfléchit que tous les êtres manifestés sont pareillement soumis aux conditions générales qui définissent les états d'existence dans lesquels ils sont placés. Si l'on ne peut pas, en considérant un être quelconque, isoler réellement un état de cet être de l'ensemble de tous les autres états parmi lesquels il se situe hiérarchiquement à un niveau déterminé, on ne peut pas davantage, à un autre point de vue, isoler cet état de tout ce qui appartient, non plus au même titre, au même être, mais au même degré de l'existence universelle. Et ainsi, tout apparaît comme lié en plusieurs sens, soit dans la manifestation même, soit en tant que celle-ci, formant un ensemble unique dans sa multiplicité indéfinie, se rattache à son principe, c'est-à-dire à l'être, et par là au principe suprême. La multiplicité existe selon son mode propre, dès lors qu'elle est possible, mais ce mode est illusoire, au sens que nous avons déjà précisé, celui d'une moindre réalité, parce que l'existence même de cette multiplicité se fonde sur l'unité dont elle est issue et en laquelle elle est contenue principiellement. En envisageant de cette façon l'ensemble de la manifestation universelle, on peut dire que dans la multiplicité même de ces degrés et de ces modes, l'existence est unique, suivant une formule que nous empruntons à l'ésotérisme islamique. Et il y a une nuance importante à observer ici entre unicité et unité. La première enveloppe la multiplicité comme telle. La seconde en est le principe. Non pas la racine, au sens où ce mot est appliqué à Prakriti seulement, mais comme enfermant en soi toutes les possibilités de manifestation, essentiellement aussi bien que substantiellement. On peut donc dire proprement que l'être est un, l'être avec un grand E.
et qu'il est l'unité même, au sens métaphysique d'ailleurs, et non au sens mathématique, car nous sommes ici bien au-delà du domaine de la quantité. Entre l'unité métaphysique et l'unité mathématique, il y a analogie mais non identité. Et de même, quand on parle de la multiplicité de la manifestation universelle, ce n'est point non plus d'une multiplicité quantitative qu'il s'agit, car la quantité n'est qu'une condition spéciale de certains états manifestés. Enfin, si l'être avec un grand E est un, le principe suprême est sans dualité, comme on le verra par la suite. L'unité, en effet, est la première de toutes les déterminations, mais elle est déjà une détermination, et comme telle, elle ne saurait proprement être appliquée au principe suprême. Après avoir donné ces quelques notions indispensables, revenons à la considération des degrés de la manifestation. Il y a lieu de faire tout d'abord, comme nous l'avons vu, une distinction entre la manifestation informelle et la manifestation formelle. Mais quand on se borne à l'individualité, c'est toujours de la seconde qu'il s'agit exclusivement. L'état proprement humain, de même que tout autre état individuel, appartient tout entier à l'ordre de la manifestation formelle, puisque c'est précisément la présence de la forme parmi les conditions d'un certain mode d'existence qui caractérise ce mode comme individuel. Si donc nous avons à envisager un élément informel, ce sera là un élément supra-individuel. Et quant à ses rapports avec l'individualité humaine, il ne devra jamais être regardé comme constitutif de celle-ci, ou comme en faisant partie à un titre quelconque, mais comme reliant l'individualité à la personnalité. Cette dernière, en effet, est non manifestée, même en tant qu'on la considère plus spécialement comme le principe des états manifestés, de même que l'être, tout en étant proprement le principe de la manifestation universelle, est en dehors et au-delà de cette manifestation. Et l'on peut se souvenir ici du moteur immobile d'Aristote. Mais d'un autre côté, la manifestation informelle est encore principielle, en un sens relatif par rapport à la manifestation formelle, et ainsi elle établit un lien entre celle-ci et son principe supérieur non manifesté, qui est d'ailleurs le principe commun de ces deux ordres de manifestation. De même, si l'on distingue ensuite, dans la manifestation formelle ou individuelle, l'état subtil et l'état grossier, le premier est plus relativement encore principiel par rapport au second, et par suite il se situe hiérarchiquement entre ce dernier et la manifestation informelle. On a donc, par une série de principes de plus en plus relatifs et déterminés, un enchaînement à la fois logique et ontologique. Les deux points de vue se correspondent d'ailleurs de telle façon qu'on ne peut les séparer qu'artificiellement, s'étendant depuis le non manifesté jusqu'à la manifestation grossière, en passant par l'intermédiaire de la manifestation informelle, puis de la manifestation subtile, et qu'il s'agisse du macrocosme ou du microcosme, tel est l'ordre général qui doit être suivi dans le développement des possibilités de manifestation. Les éléments dont nous allons avoir à parler sont les tattvas énumérés par le Sankhya, à l'exception bien entendu du premier et du dernier, c'est-à-dire de Prakriti et de Purusha. Et nous avons vu que parmi ces tattvas, les uns sont regardés comme des productions productives et les autres comme des productions improductives. Une question se pose à ce propos. Cette division est-elle équivalente à celle que nous venons de préciser quant au degré de la manifestation ou lui correspond-elle tout au moins d'une certaine façon? Par exemple, si l'on se limite au point de vue de l'individualité, on pourrait être tenté de rapporter les tattvas du premier groupe à l'état subtil et ceux du second à l'état grossier. D'autant plus que, en un certain sens, la manifestation subtile est productive de la manifestation grossière, tandis que celle-ci n'est plus productive d'aucun autre état. Mais les choses sont moins simples en réalité. En effet, dans le premier groupe, nous avons tout d'abord Buddhi, qui est l'élément informel auquel nous faisions allusion tout à l'heure. Quant aux autres tattvas qui s'y trouvent joints, Ahankara et les Tanmatras, ils appartiennent bien au domaine de la manifestation subtile. D'autre part, dans le second groupe, les bhutas appartiennent incontestablement au domaine de la manifestation grossière, puisque ce sont les éléments corporels.
Mais le manas n'étant point corporel, doit être rapporté à la manifestation subtile, en lui-même du moins, bien que son activité s'exerce aussi par rapport à la manifestation grossière. Et les autres indriyas ont en quelque sorte un double aspect, pouvant être envisagés à la fois en tant que faculté et en tant qu'organe, donc psychiquement et corporellement, c'est-à-dire encore à l'état subtil et à l'état grossier. Il doit être bien entendu d'ailleurs que ce qui est envisagé de la manifestation subtile en tout ceci n'est proprement que ce qui concerne l'état individuel humain, dans ses modalités extracorporelles. Et bien que celles-ci soient supérieures à la modalité corporelle en ce qu'elles en contiennent le principe immédiat, en même temps que leur domaine s'étend beaucoup plus loin, cependant, si on les replace dans l'ensemble de l'existence universelle, elles appartiennent encore au même degré de cette existence, dans lequel est situé l'état humain tout entier. La même remarque s'applique aussi lorsque nous disons que la manifestation subtile est productive de la manifestation grossière. Pour que cela soit rigoureusement exact, il faut y apporter, pour ce qui est de la première, la restriction que nous venons d'indiquer, car le même rapport ne peut être établi pour d'autres états également individuels, mais non humains, et entièrement différents par leurs conditions, sauf la présence de la forme. État qu'on est pourtant obligé de comprendre aussi dans la manifestation subtile, comme nous l'avons expliqué, dès lors qu'on prend l'individualité humaine comme terme de comparaison, ainsi qu'on doit le faire inévitablement, tout en s'en rendant bien compte que cet état n'est en réalité rien de plus ni de moins qu'un autre état quelconque. Une dernière observation est encore nécessaire. Quand on parle de l'ordre de développement des possibilités de manifestation, ou de l'ordre dans lequel doivent être énumérés les éléments qui correspondent aux différentes phases de ce développement, il faut avoir bien soin de préciser qu'un tel ordre n'implique une succession purement logique, traduisant d'ailleurs un enchaînement ontologique réel, et qu'il ne saurait en aucune façon être question ici d'une succession temporelle. En effet, le développement dans le temps ne correspond qu'à une condition spéciale d'existence, qui est une de celles qui définissent le domaine dans lequel est contenu l'état humain. Et il y a une indéfinité d'autres modes de développement également possibles, également compris dans la manifestation universelle. L'individualité humaine ne peut donc être située temporellement par rapport aux autres états de l'être, puisque ceux-ci, d'une façon générale, sont extratemporels, et cela même lorsqu'il ne s'agit que d'états qui relèvent pareillement de la manifestation formelle. Nous pourrions encore ajouter que certaines extensions de l'individualité humaine, en dehors de sa modalité corporelle, échappent déjà au temps, sans être pour cela soustraites aux autres conditions générales de l'état auquel appartient cette individualité, de sorte qu'elle se situe véritablement dans de simples prolongements de ce même état. Et nous aurons sans doute l'occasion d'expliquer dans d'autres études comment de tels prolongements peuvent précisément être atteints par la suppression de l'une ou de l'autre des conditions dont l'ensemble complet définit le monde corporel. S'il en est ainsi, on conçoit qu'il ne saurait, à plus forte raison, être question de faire intervenir la condition temporelle dans ce qui n'appartient plus au même état, ni par conséquent dans les rapports de l'état humain intégral avec d'autres états. Et à plus forte raison encore, on ne peut le faire lorsqu'il s'agit d'un principe commun à tous les états de manifestation, ou d'un élément qui, tout en étant déjà manifesté, est supérieur à toute manifestation formelle, comme l'est celui que nous allons avoir à envisager en premier lieu.